Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. 2 bandes dessinées, aujourd'hui vous voulez commencer par laquelle, Richard? On va commencer par les pionniers, parce que ça s'appelle les pionniers, donc c'est le début. Ah, tout à fait. Ah oui, il y a une logique à chaque fois. Après les gens se demandent, mais vous faites comment? En fait on bosse, voilà, oui, il s'appelle les pionniers, on est au début. Enfin, voilà. Mais c'est le 2e tome. C'est le 2e tome, tout à fait. Voilà, le rêve américain. Donc c'est la suite et la fin d'ailleurs de ce diptyque consacré au début du cinéma français. Et là c'est la manière dont Gaumont et Pathé partent à l'assaut du continent américain, en ayant oublié juste un détail, c'est qu'ils ont un peu piqué à Edison son invention de la pellicule perforée, et Edison les attend au tournant, parce que Edison est bien sûr un type génial, c'est surtout quelqu'un qui a l'habitude de breveter absolument toutes les inventions, y compris celles qui ne sont pas les siennes, donc le type est assez peu recommandable, disons que c'est un Américain, c'est un Yankee, et il attend les Frenchies au tournant, et ils vont se prendre une veste monumentale, puisque Edison vole à Méliès son voyage sur la Lune, et donc distribue des copies pirates, en expliquant que c'est une manière de se rembourser de la manière dont Méliès lui a emprunté une de ses inventions. Gaumont et Pathé font face en fait à un lobby protectionniste qui font qu'ils ne vont pas réussir à percer. Et en revanche, Alice Guy, qui se fait virer par Gaumont dans le premier tome, Alice Guy, donc pionnière du cinéma, totalement oubliée, grâce à Gaumont, qui, mécontent du fait qu'elle ait refusé ses avances, l'a complètement éliminée de l'histoire de la Gaumont, alors qu'elle en avait fait les premiers succès, dont Une vie de Jésus-Christ, qui est quasi le premier vrai long métrage, avec Alice Guy, donc monte la Solax, et bien sûr, ça va être un échec comme tout le reste. Dire cette histoire, le rêve américain est en fait une succession d'amers échecs. Et en France, en parallèle, donc Méliès va traîner une vie misérable. Les studios de la Gaumont vont être réquisitionnés par l'armée. Les films qui contiennent du nitrate d'ammonium vont être utilisés pour faire des explosifs. Donc il y a une espèce de comment ça s'appelle, de grand bûcher des vanités entre les espoirs déçus et le fait que les films sont fondu et on pourra en récupérer les composants chimiques. Là, on se dit, il y a une espèce de massacre qui, à notre époque où on a tendance à sanctuariser le moins de petits artistes et à photographier ses graphes pour pouvoir les vendre 50 000 € dans les galeries à la mode, là, on se dit, mais il y a un massacre absolu. C'est comme si on avait détruit plusieurs cathédrales de Chartres. Bon, quand il ne faut pas charrier non plus, hein. C'est du Méliès. Voilà, donc on est quand même un peu loin de Bergman. Et on a quand même, comme d'habitude, si j'ose dire, avec Guillaume d'Horizon, Damien Maric et Eustache, un album magnifique, avec des couleurs superbes. Le trait est véritablement celui de Mathieu Bonhomme, qui va d'ailleurs sortir le 3e tome de Charlotte Impératrice. C'est quelque chose qui est puissamment coloré, avec de belles ombres. Tous les personnages ont des figures remarquables. On sent qu'il a un plaisir à dessiner les visages, à montrer des moments émouvants, à camper même les personnages les plus secondaires. Et vous l'aurez remarqué au fur et à mesure des planches qu'habilement je montre à la caméra, de nous plonger dans des ambiances où à chaque fois la planche est traitée comme un ensemble. Je trouve que c'est la distribution spatiale en fait de l'action est toujours très réussie, et on a à la fois un grand récit bien nerveux avec un côté feuilletonesque, un côté série, c'est-à-dire on alterne les moments de discussion avec les moments un peu d'angoisse et les scènes d'exposition où il ne se passe rien, et genre quand il se passe rien, c'est qu'il va se passer un truc atroce. Donc là voilà, c'est pas les usines Gaumont, c'est Pathé qui se fait réquisitionner par l'armée. Les pellicules contiennent du nitrate d'ammonium, un agent explosif puissant, et donc voilà, crac, ça y est, on lui récupère toutes ses péloches, et on va comme ça aller peu à peu vers la fin, où, d'une manière atroce, Alice Guy se retrouve à la gare Montparnasse, et dans un magasin de confiserie et jouets, elle voit Georges Méliès qui vend ses confiseries en même temps que l'actrice Jeanne Dalcy. Et là, tous ces pionniers, en fait, vont mourir oubliés, méprisés, sauf Gaumont et Pathé, qui auront la chance de produire les Seydoux, en tout cas de donner naissance à la dynastie Seydoux, dont la dernière, l'actrice Léa Seydoux. Léa Seydoux nous explique qu'elle a été à la dure école de la vie, Voilà, tout en étant fille de milliardaire. Vraiment, on la plaint, c'est atroce. Et voilà. Mais avant les Seydoux, il y a les pionniers, il y a Gaumont, Alice Guy, Pathé, aux éditions Rue de Sèvres, et c'est véritablement une très bonne bande dessinée.
Et alors, votre deuxième bande dessinée, alors je vois seulement la couverture, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Alors, mais c'est une histoire vraie aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est Alonso Iglesias et Diaz Canales, au cas où vous n'aurez pas... oui, j'avais peur de mal prononcer, je vous le confesse. Ce sont des... vous l'aurez compris, ils sont hispaniques et ils ont décidé de raconter l'histoire de Judy Steele. Alors, Judy Steele, c'est véritablement ce genre de personnage qu'on n'a aucune raison de trouver aimable. Et donc, c'est une chanteuse qui a sorti 2 disques et qui, à part ça, elle a vécu aux États-Unis dans les années 60-70. Enfin, elle est née un peu avant et elle est morte dans les années 80, si je ne m'abuse. Et c'est une véritable junkie. Donc, elle boit, elle se drogue, elle se prostitue, et donc elle passe sa vie. Donc, c'est un véritable exemple pour les enfants de Radio Courtoisie qui nous écoutent, les petits. Et donc on se retrouve avec un personnage qui, en soi, n'a pas grand intérêt. Alors, si en plus on n'est pas particulièrement amoureux de la pop hippie des années 70, franchement, on n'a aucune raison d'aimer Judy Steele, mais cette bande dessinée est une très bonne bande dessinée. D'abord, le style graphique est remarquable, c'est de la couleur quasi directe. Il y a beaucoup d'effets intéressants où, par exemple, on se retrouve avec les comment ça s'appelle ? Les sirènes des voitures de police et les lumières des voitures de police qui colorent d'une manière très spécifique les ambiances, les atmosphères. Donc, il y a des couleurs pas naturelles du tout qui viennent se plaquer sur une palette, au contraire, très sensible et très intelligente pour décrire la réalité. On a aussi... à certains moments donnés, de pures envolées psychédéliques avec la musique qui s'échappe comme autant de volutes des dessins des années 70. Mais donc, c'est assez remarquablement fait. C'est-à-dire qu'on a bien là la traduction visuelle de quelque chose. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent dans Dumbo, quand Dumbo boit de l'alcool, il a des visions absolument étranges. Et elle a aussi déformé la réalité. D'ailleurs, c'est quand même ahurissant de se dire que c'est un film pour enfants et on nous présente un éléphant qui a une cuite. Donc, on ne le comprend pas à l'époque. Et puis là, on le comprend. Là, en revanche, on comprend bien. Donc, ils sont en train tout en fumant de la marijuana, sans doute. Et ils sont en train d'écouter un album. Et il y a tous ces dessins des années 70 qui ressurgissent. C'est magnifique. Donc, à partir de quel âge ? Absolument misérable. Non, alors ça, c'est franchement pour grands adolescents, comme on dit. Grands adolescents. Et adultes. Alors, sauf si vous avez vraiment envie de montrer à vos enfants qu'est-ce que sont que les ravages de l'alcool et de la drogue. Là, la Judy Steele est une espèce de magnifique parabole de attention, les gars, quand vous y tombez, ça va très mal se passer, puisque évidemment, elle meurt complètement ignorée, entourée d'une iguane à moitié morte de soif, puisque plus personne ne lui adressait, ne réussissait à la soigner. Et c'est les gens d'Hare Krishna qui recueillent ses cendres pour les donner à son ex-mari. C'est un destin totalement misérable. Non, mais donc, voilà. Donc, les couleurs sont magnifiques, le dessin est vraiment intelligent, le scénario est très bon, et si on passe par-dessus l'admiration, la vénération que les deux auteurs ont pour cet artiste, en tout cas, c'est un très très beau morceau de vie américain, un très bel échec américain aussi, mais entièrement 100% yankee, sans un gramme de français. Judy Steele, donc un échec américain, ça vous plaît. Et puis Les Pionniers, le rêve américain, aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup Richard de Sèze, auteur du Rond de Serviette est-il de droite, et puis d'un livre, et puis vous allez venir, je l'ai bien reçu, nous allons vous recevoir. Vous pouvez rappeler le titre parce que je l'ai oublié. En arrivant au paradis. En arrivant au paradis. Je raconte comment j'arrive chez Radio Courtoisie en fait. Merci Richard de Sèze, à très vite, à la semaine prochaine.